L'approche entre la méthode du président de la République et la vôtre? Alors je vais vous dire, la situation elle est très claire. Le président de la République fixe le cap et pour ma part, je travaille sur la feuille de route qu'il m'a donnée, c'est-à-dire bâtir un programme de gouvernement pour répondre aux préoccupations très concrètes des Français, y répondre rapidement, et un agenda législatif en cherchant des majorités de projets. Pas de divergence. Vous parlez toujours d'une même voix. On a l'impression que tout de même il y a une certaine dissonance au sommet de l'État. Éléonore Bailly, France Info. Alors, vous savez, on échange régulièrement avec le président de la République et je pense qu'on partage la même analyse. Il y a besoin d'apaisement dans notre pays, c'est ce que j'ai dit dès le départ, et il y a besoin d'apporter des réponses rapides et on est parfaitement alignés sur ce sujet. Madame la Première ministre, très concrètement, pourquoi est-ce que cette interview, qu'est-ce qui fait qu'il y a une dissonance comme ça qui ressort dans les propos ce matin? Tous nos confrères semblent effectivement aller dans ce sens-là. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette interview? Et une question peut-être un peu plus directe, est-ce qu'il y a une rupture consommée avec le président? Écoutez, les choses sont très claires. Le président de la République fixe le cap. Je travaille à un programme de gouvernement et à un agenda législatif et on partage exactement les mêmes objectifs. Apaiser le pays et apporter des réponses concrètes et rapides aux Français. Je vous demande l'apaisement, mais il y avait 50 personnes en bas. Et ça n'est pas confusant justement dans la période pour les gens? Ouais. Léopold Audebert de BFM TV a tenté à deux reprises de faire expliquer ses paroles à la Première ministre, qui dit, au fond, là elle fait du et en même temps. C'est-à-dire qu'elle dit, on joue l'apaisement, on est tous les deux d'accord sur l'apaisement, ce qui reste d'ailleurs à confirmer. Oui, parce j'ai que pas entendu du côté de l'Élysée. Les propos de l'entourage entière ne sont pas apaisants. Et en même temps, on veut faire des réformes et continuer à réformer le pays. Bon. Oui, bah là, il n'y a pas de convalescence là. Bon là, elle a sorti les rames clairement, parce que avec ce qu'elle dit hier et ce qu'elle dit aujourd'hui, elle est obligée de sortir les rames pour apaiser tout ça. C'est pas la première fois. Benjamin le disait, on a des grands classiques de couples exécutifs qui peuvent se diverger sur des points ou d'autres. Là, la différence, c'est qu'on est dans une crise sociale très très importante et qu'Elisabeth Borne cherche les voies et les moyens d'en sortir. Manifestement sur l'analyse de l'attitude qu'il faut avoir avec l'intersyndicale et les syndicats, singulièrement Laurent Berger, ils n'ont pas tout à fait la même approche. Elisabeth Borne peut-être bien calée dans son rail social-démocrate, vient de la gauche et elle pense elle estime qu'elle a encore les moyens de les raccrocher ou de les faire de préparer la suite, parce qu'à un moment il y aura une suite. Et puis Emmanuel Macron, lui, beaucoup plus fâché vis-à-vis des syndicats, avec une relation exacerbée avec Laurent Berger. Et lui, il est dans une position où on lâche rien. D'ailleurs, on avait quand même les signaux on voit bien de ce qui se passe. Le matin de la réunion avec les intersyndicales, Elisabeth Borne reçoit une dizaine de députés. Plusieurs lui suggèrent de sortir la clause de revoyure, de peut-être se saisir si Laurent Berger, comme ça avait été évoqué avec d'autres députés, propose une grande conférence sur les retraites, peut-être qu'il faut s'en saisir, peut-être. Et en fait, elle ne va utiliser aucune de ces cartes dans le propos liminaire qu'elle a avec l'intersyndicale. C'est la preuve que sa feuille de route est très étroite, que l'Élysée veille au grain et qu'il n'y a rien à lâcher du tout à l'intersyndicale. Donc on est toujours dans un bras de fer très dur et jusqu'au 14 avril, il ne se passera rien du tout. Et peut-être que la Première ministre, elle a tenté de desserrer les taux avant le 14 avril. Un pont trop loin, comme on le disait à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, lorsque les manœuvres militaires pouvaient aller trop loin. Elle est peut-être aller trop loin dans les manœuvres qu'elle essaie d'avoir avec les syndicats. Elisabeth Borne a beau vouloir éteindre l'incendie, voilà, elle parlait des pompiers, ça tombe bien. Son entourage également. En revanche, je ne vais pas faire d'analyse, je vais juste faire du factuel. 3 points dans l'interview, dans les propos rapportés par Le Monde et par RTL ce matin. Le président et surtout son entourage, il y a 2 jours, clairement, est dans un choc frontal avec Laurent Berger et la CFDT. Elle, en revanche, elle dit, il faut apaiser et ne pas brusquer. Donc déjà, il y a 2 points de vue. Deuxième point, le président dit souvent, il faut rapidement passer à autre chose, parler d'autres textes,
parler d'autres chantiers. Elle dit en revanche, il faut décanter, apaiser et avoir une période de convalescence. Ce sont ses propos. Troisième point, le président lui a donné une feuille de route pour élargir la majorité. Dans les propos, on comprend que ce n'est pas possible. Elle a même ces mots. Avant d'aller chercher des alliés pour voter les textes, c'est important de dire où on veut aller. Il faut redonner du sens et du souffle à l'action. Je ne suis pas simplement là pour administrer le pays. Donc sans faire d'analyse, entre les propos du président récent ou son entourage et les propos d'Elisabeth Borne, il y a 3 points factuellement sur lesquels ils ne sont pas totalement sur la même ligne. Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen à Pékin, et puis en parallèle, la présidente taïwanaise Tsai avec Kevin McCarthy. Là, il y a quand même, on sent l'enjeu géopolitique et économique. Ben oui, on peut s'étonner justement que l'Élysée ait annoncé avant même l'arrivée d'Emmanuel Macron à Pékin que ce ne serait pas un sujet qui serait traité, sauf si la Chine voulait en parler. Donc c'est curieux, on propose à la Chine de parler, si elle le souhaite, d'un sujet dont elle ne veut pas parler. Et après, voilà, je doute que ce soit un sujet qui soit abordé. Mais en plus, le concours de circonstances fait que Tsai Ing-wen est actuellement aux États-Unis, donc c'est presque un sujet qui est incontournable. Et c'est ça le problème, c'est que la France ne veut pas se saisir de sujets qui sont absolument incontournables et décisif. Et pourquoi finalement Emmanuel Macron veut-il éviter ce sujet? C'est probablement parce que c'est trop sensible. L'Ukraine, c'est plus sensible donc que l'Ukraine. Mais je pense quand même qu'il y aurait un moyen d'en parler. Déjà, de ne pas parler de Taïwan et du statut et des relations entre Taipei et Pékin, mais de parler du détroit de Taïwan et de la stabilité dans le détroit de Taïwan. C'est quelque chose de très important. Aujourd'hui, il y a une montée des tensions très fortes depuis 2020, des tensions qui sont croissantes, et on ne peut pas éluder ça. S'il y avait une crise dans le détroit de Taïwan, tout le monde serait impliqué, il y aurait des conséquences pour tout le monde, pour les entreprises françaises, pour l'économie européenne. Et Mme Joannin parlait à l'instant de l'Indo-Pacifique. La France, qui se revendique être une puissance de l'Indo-Pacifique, une puissance leader en Europe et un membre du Conseil de sécurité de l'ONU, n'a pas les moyens d'aller parler franchement à Xi Jinping. Il ne s'agit pas de le menacer, il ne s'agit pas de parler de sanctions ou quoi que ce soit, mais simplement de lui parler sincèrement et lui dire « Nous sommes véritablement préoccupés par la montée des tensions dans le détroit de Taïwan, car le détroit de Taïwan est une route commerciale décisive, incontournable pour les intérêts de la France et de l'Union européenne. Et ça, je ne comprends pas qu'on ne soit pas capable, la grande puissance française, puissance de l'Indo-Pacifique, d'autant plus qu'on y envoie des navires français dans ce que j'appelle moi la mer de Chine, etc., méridionale. On a déjà eu des exercices où on est arrivé, et rien que le fait de nous montrer qu'on était bien du côté de Taïwan. Donc là, il faudra avoir un discours qui va jusqu'au bout. Et la diplomatie, c'est aussi d'avoir ce qu'on appelle des discours francs et directs. Voilà. Ursula Gauthier, pourquoi? Justement, là, on le voit clairement, c'est cette espèce d'ambiguïté que M. Macron entretient constamment sur des sujets de ce type. Bon, on l'a vu avec Poutine. Et il pense qu'il peut rejouer cette partie qu'il a perdue avec Poutine, qu'il peut la rejouer avec Xi Jinping. C'est vraiment, à mes yeux, une illusion totale. Mais total. Mais quand il ne veut pas justement mettre le sujet de Taïwan sur la table, c'est parce que, effectivement, vous le disiez, c'est trop sensible, donc il ne veut pas... Oui, il veut apparaître d'abord comme étant une puissance que Xi Jinping doit prendre vraiment au sérieux. Et donc, il ne va pas mettre sur la table un sujet qui fâche, alors que ce sujet qui fâche, c'est le centre de la question. C'est vraiment le centre. Qu'est-ce que vous pensez ? Oui. C'est préjudiciable, je pense, pour nous, pour les intérêts de la France, puisque on perd en crédibilité, puisque Emmanuel Macron n'a pas de problème pour critiquer les États-Unis, et c'est très bien, il a raison de le faire. Par contre, il a beaucoup de difficultés à critiquer la Chine. Et donc, l'image qui est renvoyée auprès de nos alliés, de nos partenaires européens et de nos partenaires dans l'Indo-Pacifique, c'est cette ambiguïté, ce manque de clarté. On ne sait pas vraiment ce que pense la France, on ne sait pas où elle se situe entre les États-Unis et la Chine. Et à force de parler de troisième voie à tout va... Parce que c'est ça, en fait. C'est troisième voie, puissance d'équilibre. Et beaucoup d'États s'imaginent qu'on est à équidistance, ou en tout cas ne savent pas sur quel pied on danse. Hubert Testard, cette troisième voie... Moi, je crois que je crois que Xi Jinping lui-même va amener Macron à se prononcer, parce que je ne connais aucune visite d'un président chinois en Chine dans laquelle la Chine ne demande pas à ce que soit rappelé le fait que la France reconnaît une seule Chine. Bon, c'est rituel, ça se fait à chaque fois. Là, dans le cas particulier, Macron ne peut pas le faire sans dire par ailleurs, sans rajouter un deuxième élément, qui est de dire qu'il faut aussi qu'il y ait une stabilité, un respect de l'état de droit, des relations pacifiques et un règlement pacifique des différends entre la Chine et Taïwan. Donc ça, je pense que ça va émerger à un moment donné. Ça va émerger, forcément, parce que les Chinois ne peuvent pas laisser passer Emmanuel Macron sans essayer de l'obliger
à dire que oui, il se tient une seule Chine et qu'en ce sens, voilà. Alors que va répondre Emmanuel Macron? Ce que je vous dis là, c'est-à-dire ce qui est en gros dans le communiqué du G7 de mois d'août, qui était après la visite de Nancy Pelosi, dans lequel le G7 conjointement avait dit deux choses. Avait dit nous reconnaissons une seule Chine, ok, mais nous demandons également un respect de l'état de droit, un respect de la paix, un règlement pacifique des différends entre les deux rives du détroit. Voilà, donc ça c'est quelque chose qu'il faudrait que Macron rappelle, à mon avis, puisque c'est une position finalement déjà établie. Mais que la France n'a jamais prise de manière nationale. Ils sont en train de s'en prendre aux forces de l'ordre. On le verra. En tout cas, il était écrit dans cette note que nous avons pu consulter que l'ultra-gauche relaie, je cite, et encourage la multiplication d'exactions avec des constructions de barricades, avec les forces de l'ordre, dégradation de biens publics et de biens privés. On verra si jamais il y a des interpellations, quel sera à ce moment-là le profil des personnes interpellées. On voit que la situation, elle est tendue sur place. La préfecture de police de Paris nous indique qu'effectivement, il y a des jets de projectiles contre les forces de l'ordre. De toute façon, on le voit évidemment à l'image et nos reporters nous le confirment sur le terrain, alors qu'il y a des mouvements de foule et l'objectif maintenant, ça va être de dissoudre, s'il y a eu constitution d'un Black Bloc, de dissoudre absolument ce bloc pour permettre à la manifestation de reprendre, pour permettre aux manifestants qui sont là pour dénoncer la réforme des retraites de continuer leur parcours. Et on voit effectivement ces policiers de compagnie d'intervention et ces gendarmes qui sont présents aux alentours de la rotonde pour tenter de dissoudre le bloc. Alors de ce qu'on en voit sur ces images, si le renseignement territorial avait prévu la présence d'éléments violents, visiblement il ne savait pas qu'une cible avait été désignée, parce que là ça s'est clairement mis en place autour de ce lieu très symbolique pour le président de la République, Michaël Darmon. Oui, on ne se lasse pas de s'étonner avec Christophe depuis quelques minutes sur le processus de validation d'un tel parcours qui, avec ce jalon aussi politique et aussi symbolique, forcément allait attirer les tensions, et dans un boulevard du Montparnasse qui est quand même connu pour avoir de très nombreuses vitrines, commerces et autres établissements publics. Donc bien évidemment, ça va très certainement tourner, on le voit d'ores et déjà, à une forme de tension qui va encore contribuer à mettre une tension générale, et comme je disais tout à l'heure, en fait, qui donne et contribue également à la dimension aussi, je dirais, gilet jaune, à côté de la dimension syndicale classique de ce conflit, et qui montre bien à quel point, au fond, ça va rester, et ça s'installe déjà comme étant un conflit bien au-delà d'un conflit social autour d'une mesure gouvernementale. Comme vous le rappeliez il y a quelques instants pour les téléspectateurs qui nous rejoindraient, Christophe Barbier, la Rotonde, c'est cette brasserie aux abords de laquelle les tensions se concentrent actuellement. Brasserie dans laquelle Emmanuel Macron, en 2017, avait célébré son score au premier tour de l'élection présidentielle. Ça lui avait été reproché par certains qui avaient vu une ressemblance avec le Fouquet's de Nicolas Sarkozy. Oui, bien sûr. Donc là, il y a un lieu symbolique, politique, qui a une charge politique, et on comprend pourquoi les Black Blocs déclenchent l'offensive à ce moment-là. Reste à savoir si, et on n'a pas la garantie, ça a un lien on va voir. Direct avec ce qui se passe actuellement. C'est au carrefour avec un autre grand boulevard. On ne sait pas si ça a été conscient ou pas, mais enfin quand même, les jets de projectiles étaient sur les squads de CRS qui étaient justement entre le kiosque à journaux et l'entrée de ce restaurant. Ces images sont aussi une réponse à l'avocat bordelais qu'on entendait tout à l'heure, qui expliquait que la violence est l'initiative de la police, que la violence première est celle de l'État. C'est absolument pas le cas. Il y a un détournement du mouvement social pacifique et positif par des éléments qui ne veulent que violenter les forces de l'ordre. Voilà. Et c'est comme ça que ça se passe depuis un certain nombre de moments. Ça n'excuse pas évidemment la police de toute une série de tactiques inappropriées ou de comportements parfois déviants. Mais au départ, on a des gens qui ne sont là que pour commettre des violences contre des biens ou contre les forces de l'ordre, et qui profitent de ces mobilisations pacifiques des syndicats pour déclencher leurs hostilités. On verra comment l'après-midi va continuer, mais je reste quand même marqué tout à l'heure par l'intervention de Sophie Binet, en tête de cortège, et qui a qualifié ce qui s'est passé à Matignon dans des termes effectivement qui montrent bien que
entre guillemets, sa présence et son arrivée n'est pas vraiment une très bonne nouvelle pour l'exécutif parce que elle est évidemment sur un ton extrêmement tranché, avec un style qui correspond, je dirais, à une volonté de bien montrer la conflictualité et l'incapacité de pouvoir trouver un chemin très différent de la manière dont Laurent Berger s'exprimait quelques minutes auparavant. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il va y avoir quand même à terme un besoin de clarification au sein de cette intersyndicale en ce qui concerne les modalités d'action. En revanche, ce dont je suis à peu près persuadé, c'est que la pérennité, l'existence de cette intersyndicale laissera des traces et pourra peut-être même devenir à terme une matrice politique. C'est-à-dire que la manière dont effectivement les problèmes ont été organisés autour de cette intersyndicale, la façon dont les défilés se sont déroulés ont impressionné quand même les Français, même s'ils ne sont pas forcément tous adhérents de ces syndicats, qui ont compris qu'il y avait peut-être une manière de retrouver une forme de clivage, une forme d'action politique un peu qu'ils avaient connue et qui peut-être peut préfigurer ce qui se passera dans les années à venir. Et on retrouve notre reportage sur cette image ô combien symbolique des forces de l'ordre qui protègent la rotonde. C'est nous ? On vous écoute. Liaison difficile visiblement, mais l'image en dit long à elle seule. Mélanie Bertrand, les forces de l'ordre regroupées autour de la brasserie de la Rotonde. Oui, effectivement, on les a vus reculer un certain temps avant de se repositionner sur l'un des côtés de ce restaurant fameux de la Rotonde, effectivement. Et on voyait à l'instant, voilà, à gauche de l'image, certains manifestants lancer des projectiles contre eux. La préfecture de police de Paris nous dit qu'effectivement, ils ont essuyé de très nombreux jets de projectiles et qu'ils ont répliqué, on le voit sur les images, avec des jets de gaz lacrymogène. L'objectif des policiers, c'est de absolument, dans un premier temps, disloquer le bloc, disperser le Black Bloc qui s'est formé avec des manifestants clairement hostiles pour que la manifestation puisse reprendre. Là, on est effectivement à mi-parcours, tout près du métro Vavin, et la manifestation doit se poursuivre jusqu'à la place d'Italie. Donc, il faut pour cela disperser le bloc et que les manifestants hostiles ne prennent pas le dessus et que la manifestation puisse se poursuivre. Et on retrouve notre reporter, c'est à vous. Oui, alors que la manifestation se passait bien depuis le début, depuis que nous sommes partis de la place d'Italie, et bien au moment de passer devant le restaurant La Rotonde, assez symbolique parce qu'on se souvient que c'est là qu'Emmanuel Macron avait fêté sa victoire lors de sa première victoire aux élections présidentielles, et bien il y a eu une tension qui s'est formée entre manifestants et forces de l'ordre, et vous voyez des projectiles qui sont lancés vers ce restaurant La Rotonde, et les policiers qui ont déjà chargé pour essayer de disperser ce bloc qui s'est constitué ici dans le quartier de Montparnasse face à la Rotonde. Nous sommes là dans le quartier Vavin. Voilà, pour le moment, ces deux blocs se font face. Ces moments de tension commencent ici à Paris. Merci beaucoup pour ces informations et sur cette image qui en dit long. On le disait, depuis plusieurs manifestations, c'était très manifeste depuis que le président de la République s'était exprimé. Dans les cortèges, on voyait des pancartes, des slogans anti-Macron. Avant, c'était contre la première ministre. Clairement, là, ça s'est personnalisé contre le président. Oui, parce qu'on l'a souvent dit au cours de cette crise qui ne fait que s'ancrer. On est bien sûr sur une mobilisation et contestation contre une mesure gouvernementale, mais on est bien au-delà. Tout le monde a compris qu'évidemment c'est le président Macron qui a été à l'initiateur de cette réforme, à l'initiative de cette réforme, même si après il a délégué à sa chef de gouvernement et s'est mis en retrait. C'était effectivement, puisqu'il le rappelle lui-même, c'est le peut-être seul sujet qu'il a porté lors de sa courte campagne présidentielle pour être réélu. Donc bien évidemment, les Français ne s'y sont pas trompés. Et puis ils ne se trompent pas également sur la méthode. Ils voient bien que l'impulsion de fermeté, de verticalité va à l'encontre de ce qui avait été énoncé au début du nouveau quinquennat sur des leçons qu'allait tirer ou supposer être tirées de la part du président sur la nouvelle méthode, la concertation, l'écoute. Et on voit bien qu'on est bien évidemment aux antipodes de ce genre de comportement. Donc c'est aussi, je dirais, une révolte et une fronde générale de la société. On le voit à travers les sondages, on le voit à
travers les conséquences politiques, contre, je dirais, une manière générale de gouverner, une manière générale d'appréhender ce qui, au fond, importe aujourd'hui aux Français, en ce qui concerne, par exemple, leur rapport au travail, leur rapport donc à l'époque, de la part d'un président qui a lui-même diagnostiqué le fait que rien n'était plus pareil pendant le Covid et qu'il fallait se réinventer. Ils ont du mal à voir comment le gouvernement cherche à se réinventer. Les forces de l'ordre qui essuient des jets de très nombreux projectiles, elles qui sont massées au bord d'une brasserie parisienne associée par bon nombre de manifestants de Français à Emmanuel Macron, puisque c'est là qu'il y avait fêté sa victoire au premier tour de la présidentielle en 2017, ce qui lui avait été reproché. Emmanuel Macron qui, Christophe Barbier, ne cesse à la fois de prôner l'apaisement et qui, dans ses paroles, utilise des mots, choisit des cibles qui tendraient à prouver le contraire. Sa marge de manœuvre politique, son rapport de force politique est très fragile au président de la République. Il sait qu'il a été élu dans des circonstances particulières, plus reconduit par les Français en période de crise et de guerre que vraiment réélu. Il sait qu'il doit son score au second tour au ralliement d'électeurs qui ne validaient ni sa personne ni son programme, mais qui simplement éliminaient l'autre, en l'occurrence Marine Le Pen. Il sait aussi qu'il n'a pas de majorité. Il le sait, mais officiellement il ne veut pas... Et oui, mais s'il le dit, il se délégitime lui-même, et que veut-il faire donc des 4 années qui lui restent? Donc il faut qu'il trouve des manières de continuer à faire de la politique malgré cet état de faiblesse. Il a cru que sa première ministre allait trouver une solution. L'alliance avec les LR pour faire passer cette réforme et dans la foulée d'autres. Par exemple la loi sur l'immigration. Ça n'a pas fonctionné. En partie parce que le gouvernement s'y est pris comme un manche avec une réforme mal ficelée. En partie aussi parce que les LR se sont dérobés et la dislocation des LR a été spectaculaire. Comment rebondir aujourd'hui? Retirer la loi, c'est la fin du quinquennat. Et à partir de là, le président ne pourra plus rien faire du tout. Attendre que le Conseil constitutionnel valide la loi, rouvrir un dialogue social sur les points qu'il faudra corriger, compléter ou sur d'autres sujets sociaux, c'est la solution qu'a maintenue le président de la République. Mais il ne faut pas qu'il ouvre ce volet en état de faiblesse. Donc aujourd'hui, il est obligé de tenir en respect les syndicats en tenant des propos durs. Surtout que le paysage syndical mute. Il y a une nouvelle secrétaire générale à la CGT. Il y a un Laurent Berger qui est à la fois sur une ligne très dure contre l'exécutif, mais qui reste un réformiste et qui veut continuer le dialogue social malgré cet épisode coincé. Donc c'est un bras de fer. Un bras de fer, c'est pas un coup de poing. Et le président de la République tient un bras de fer. Encore faudra-t-il en sortir par le haut. 14 avril, c'est une autre phase qui s'ouvre. On verra si l'exécutif a l'intelligence collective de proposer des choses constructives. Le coup de poing, il a lieu pour le moment sur le terrain. On retrouve notre reporter sur place. On a l'impression d'un statu quo entre agresseurs et forces de l'ordre. Oui, statu quo, je ne sais pas, mais en tout cas, les projectiles continuent à être lancés ici sur les forces de l'ordre qui tentent tant bien que mal de protéger le restaurant La Rotonde. Un fumigène vient d'ailleurs d'atterrir au niveau du haut-vent, au niveau du panneau et de La Rotonde. Et donc, vous le voyez, c'est très nombreux projectiles. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques minutes, le Black Bloc, ces éléments perturbateurs, a été scindé en deux par les forces de l'ordre qui sont arrivés par une petite rue adjacente. C'est ce que vous voyez actuellement sur ces images. Et donc les forces de l'ordre qui en fait essayent de diviser ce groupe d'individus de manière évidemment à ce qu'ils puissent arrêter de s'en prendre à la célèbre brasserie. On a vu quelques instants plus tôt une bouteille de verre qui avait été ouverte par ces éléments. C'est ce qui explique les très nombreux jets de bouteilles qu'ont dû essuyer les forces de l'ordre ces derniers instants. Et donc vous le voyez, les forces de l'ordre qui sont en train d'intervenir pour séparer par petits groupes les éléments qui s'en prennent à la brasserie La Rotonde. Merci beaucoup pour ce point complet. Alors qu'on voit qu'il y a eu un jet de projectile enflammé sur le store rouge de La Rotonde qui est en train de prendre feu. Les pompiers devraient intervenir très rapidement. On le voit derrière les premières lettres. La situation qui reste extrêmement instable avec les forces de l'ordre qui tentent de disperser certains des manifestants violents. Situation extrêmement compliquée, Mélanie Bertrand.
Oui, effectivement, même si malheureusement, sans surprise, dans de très nombreuses journées de non, alors sans surprise, non. Je parle des dernières journées de manifestation où effectivement il y a eu certains débordements. Les policiers avaient anticipé, les forces de l'ordre avaient anticipé que ça puisse éventuellement se compliquer. C'est le cas. On est maintenant 2 heures après le début de la manifestation et pendant 2 heures ça a été très calme. Et là, on voit que ça se crispe au niveau du métro Vavin. Vous le disiez, devant la brasserie La Rotonde. Là, on voit à l'image des policiers de la Brave M qui sont présents sur place. On a vu aussi des gendarmes mobiles qui sont en train effectivement de charger, en tout cas de se rapprocher le plus possible pour à la fois protéger le restaurant et disperser le bloc. Alors on ne voit pas à l'image là tout de suite des personnes habillées de noir, des manifestants violents. Ils nous étaient à l'image il y a quelques instants. On les a vus lancer à de très nombreuses reprises des projectiles contre les boucliers des forces de l'ordre. Il y avait des CRS qui étaient pris pour cible notamment. Effectivement, la situation est compliquée. Elle a dégénéré en quelques instants. C'est vraiment l'impression qu'on a eue. Tout était calme. En quelques instants, ça s'est tendu devant le restaurant La Rotonde. Et l'objectif, s'il y avait un bloc constitué, évidemment, c'est de le disperser le plus vite possible pour que les manifestations, on l'espère, puissent reprendre. Mickaël Darmon faisait référence il y a quelques instants à la période des Gilets jaunes. Est-ce que, et à l'époque ce n'était pas le même préfet de police de Paris, Mélanie Bertrand, est-ce que depuis la période des Gilets jaunes, la doctrine de maintien de l'ordre, en particulier en pareilles circonstances, a changé? Alors vous le savez, effectivement, sous Didier Lallement, les policiers allaient beaucoup plus au contact. L'arrivée de Laurent Nunez à la préfecture de police de Paris, effectivement, a fait varier le schéma national du maintien de l'ordre. Maintenant, la consigne, c'est de rester à proximité, mais pas en tête de cortège, si l'on peut dire, en tout cas pour ne pas envenimer les esprits et rester le plus possible, alors que l'on voit effectivement cette devanture de la Rotonde qui est en train de prendre feu. Il devrait y avoir l'intervention, on imagine, des pompiers assez prochainement. Oui, je disais sur le maintien de l'ordre, l'objectif c'est de rester à distance, d'être présent, et nos reporters l'ont constaté sur le terrain, d'être présent dans les rues adjacentes et d'intervenir rapidement quand ça dégénère. Là, effectivement, les policiers étaient plutôt, on va dire pas absents, mais en tout cas étaient à distance et très vite on les a vus arriver sur place. Là, ils sont devant la Rotonde alors que la toiture, effectivement, en tissu de ce fameux restaurant est en train de s'enflammer. L'objectif, ça va être d'éteindre le feu très rapidement, et on voit l'intervention des pompiers en direct. Et puis de disperser les manifestants violents, ceux qui sont venus pour casser, pour s'en prendre aux forces de l'ordre et espérer que ça puisse repartir. Thomas Soulier, tout de même, le symbole est extrêmement fort. Oui, il faut expliquer. Parce qu'en fait, expliquons, la Rotonde, ce n'est pas n'importe quelle brasserie. C'est un lieu emblématique où Emmanuel Macron est souvent rendu avec son épouse Brigitte Macron. D'abord en 2017, au soir du premier tour où il arrive en tête, il a fêté cela à la Rotonde. Et puis en 2021 également, au mois de juin, nouveau déconfinement, on rouvre les restaurants et pour la première soirée, Emmanuel Macron se montre en terrasse avec Brigitte Macron dans ce établissement, un lieu, on va dire un restaurant, La Rotonde. Il faut dire qu'il y a eu un débat hier sur le choix de ce cortège, le choix du parcours, quand en général ça passe devant La Rotonde. Souvent, les casseurs, je ne dis pas les manifestants, je dis bien les casseurs, s'en prennent à la Rotonde. Donc il y a eu un choix délibéré de passer par la Rotonde. Il faut dire comment ça se passe. C'est d'abord les syndicats qui proposent un itinéraire à la préfecture de police de Paris, qui acceptent ou non. Et ce même débat, souvenez-vous, il y a, je crois, 2 ou 3 mobilisations avant sur l'Opéra. Quand il y a eu la fin du cortège à Opéra, beaucoup avaient dit quelques jours avant, attention, Opéra, c'est très compliqué pour la dispersion parce qu'il y a beaucoup de rues adjacentes. C'est plus petit que la Nation ou Bastille, etc., ou République. Donc, attention, danger. Et la preuve, c'est que le soir même, il y a eu beaucoup de dégâts rue Vivienne, d'autres rues adjacentes à la place de l'Opéra. Le problème, c'est que, comme le disait Karine, il n'y a pas d'itinéraire sans danger. Mais systématiquement, même Paris, Bastille, Nation, il y a tout le temps des vitrines brisées, il y a tout le temps... la fois d'avant, je crois que c'est République Nation, Mélanie, si je ne me trompe pas. Et en effet, ça s'est bien passé, parce que République, c'est facile, un peu mieux que la fois d'avant. En tout cas, c'est plus facile à réguler ces 2 places-là. Là, c'est vrai que passer par la Rotonde est chaque fois un danger, car on sait que les casseurs vont s'en prendre à l'établissement parisien pour s'en prendre symboliquement à Emmanuel Macron. Et on voit les pompiers qui sont en train d'intervenir pour éteindre ce début d'incendie de l'auvent de la Rotonde qui avait pris feu il y a quelques minutes par visiblement un jet de fumigène. Les pompiers qui sont en train d'intervenir alors que la situation sur place semble figée. Et justement, on retrouve notre reporter sur place.
Vous voyez les pompiers qui sont intervenus pour tenter d'éteindre l'incendie sur la toile de la rotonde, un fumigène qui est tombé dessus et les employés du restaurant ont tenté avec un extincteur, avec des seaux d'eau, d'éteindre l'incendie. Les pompiers sont finalement intervenus. La tension n'est pas redescendue. Ici nous sommes au métro Vavin, donc vous l'avez vu, devant le restaurant de la rotonde, les CRS qui tentent toujours de protéger le restaurant. La tension est quelque peu retombée, il y a moins de jets de projectiles, mais le cortège ne peut toujours pas avancer pour l'instant. Les CRS, les forces de l'ordre qui tentent d'emmener le cortège vers le haut, vers le parcours de cette manifestation, avant que cette manifestation se poursuive. Mais pour l'instant, ils n'y arrivent pas. Les tensions sont toujours présentes ici sur ce rond-point au boulevard Raspail. Merci beaucoup pour ce point très précis. Thomas Soulier, Emmanuel Macron a beau être en Chine, très très loin de Paris, ce genre d'image, même à distance, ça fait mal. Bon, évidemment, et puis il suit cela de près. Depuis hier, on le sait, il a suivi la réunion à Matignon de près hier, et même son entourage a rapidement commenté les propos de Laurent Berger. Aujourd'hui, on sait aussi, et Agathe Lambré l'expliquait, qui est sur place avec Emmanuel Macron, qui suit évidemment à chaque minute, peut-être pas à chaque heure, ce qui se passe à Paris. Il est informé par son équipe qui est sur place à Pékin. Il sait très bien que ce genre d'images, évidemment, sont des images fortes, symbolique, car au-delà de la rotonde, on s'en prend à lui. Et pourquoi la rotonde? C'est parce qu'il a ses habitudes là-bas. C'est pour ça qu'aujourd'hui c'était incendié il y a quelques minutes à peine. Donc oui, il y a un symbole, oui, dans ces images, il y a une forme de métaphore du rejet d'Emmanuel Macron que l'on constate de plus en plus dans les sondages. La cote de popularité au fil de ces 3 mois de conflit social s'est effondrée, parfois frôlant le plus bas historique qu'on a constaté lors de la crise des Gilets jaunes. Merci beaucoup, merci Thomas. Émilie Zapalski nous a rejoint, bonjour. Bonjour. Soyez la bienvenue, vous êtes communicante, fondatrice de l'agence Émilie Conseil. La communication, c'est notamment la force des images. Oui, là clairement, c'est probablement ce qu'Emmanuel Macron redoutait parce que globalement, depuis le début des manifestations, il y a eu un nombre important de manifestants, mais ça n'a pas fait réagir le gouvernement. Maintenant, quand il y a de la violence, quand on attaque comme ça des instituts symboliques, donc là où Emmanuel Macron avait fêté sa victoire en 2017, là ça commence à devenir plus embêtant parce qu'on voit bien qu'on dépasse le cadre de l'opposition à la réforme des retraites. On est plus sur une opposition d'Emmanuel Macron, mais moi j'irais même plus loin. Il y a 2 autres aspects, c'est la façon dont Emmanuel Macron a décidé d'exercer le pouvoir, puisque on a bien vu que c'est à partir du jeudi du 49-3 que ça s'est accéléré, que les jeunes sont venus renforcer les troupes des manifestants et que globalement on avait aussi des gens qui étaient mobilisés contre la réforme des retraites, mais aussi contre l'usage du 49-3. Donc il y a cet aspect-là. Et puis il y a aussi, je pense, quand on cible la rotonde, c'est toute la politique menée par Emmanuel Macron qui serait jugé peut-être un peu libéral et il y a ces populations qui souhaitent, parce qu'on le sait, il y a aussi au-delà de Paris, il y a les villes moyennes, il y a des petites villes qui sont très mobilisées dans cette opposition à la réforme des retraites. Donc il y a cet aspect, on détruit un petit peu les services publics, on n'a pas l'hôpital qu'on souhaiterait avoir, l'accès à la santé, et tous ces aspects-là, je pense qu'en ciblant la rotonde, c'est aussi ça qui est en jeu. C'est une sorte d'opposition politique à ce que mène depuis le début de ce quinquennat et précédemment Emmanuel Macron comme politique. Il y a un débat sommet l'État, au sein de l'exécutif et du gouvernement. Est-ce que s'il y a plus de casseurs, à qui ça profite? Et il y a un vrai débat, ils ne sont pas d'accord. Certains disent que s'il y a plus de casse, on va pouvoir incarner le camp de l'ordre et par conséquent, ça va discréditer le mouvement social. D'autres disent, je suis plutôt cette ligne-là, que la casse fait mal à tout le monde. C'est-à-dire que la casse, ça fait du mal aux syndicats, aux manifestants, parce que les gens ont plus peur d'aller manifester, donc il y a moins de monde. Et de l'autre côté, pour les politiques également, ça prouve qu'on ne peut pas, à travers ces images, totalement réguler l'espace public et ce genre de manifestation. Donc le perdant-perdant, je pense que c'est plutôt ça que l'on voit aujourd'hui. Et souvenez-vous, lors de la crise des Gilets jaunes, il a fallu des mois entiers d'images qui étaient beaucoup plus impressionnantes que celle-ci pour que l'opinion publique décroche et ne soutienne plus les Gilets jaunes. Alors que durant des mois, alors qu'on a vu des images pires que celle-ci, l'opinion publique restait fidèle et disait encore « je soutiens le mouvement des Gilets jaunes ». On retrouve notre reporter aux abords de la rotonde.
Mais toujours la même situation ici aux abords de la rotonde. Alors le feu qui avait pris sur le Haut-Vent a été éteint par une employée de la brasserie ainsi que par les pompiers surtout. Et vous le voyez, donc toujours ces affrontements entre forces de l'ordre et éléments perturbateurs dans cette manifestation, avec un feu qui a été allumé, avec des palettes et des mobiliers urbains ici au milieu de ce bout de la célèbre brasserie, une situation qui finalement est revenue au même stade de ce qu'elle était il y a environ un quart d'heure, avec de copieux jets de projectiles envers les forces de l'ordre. On a le sentiment que les individus s'organisent pour lancer en même temps énormément de projectiles, puis il y a un temps de répit et ça repart de nouveau, et donc avec toujours cette situation, ce cortège totalement bloqué qui ne peut pas avancer à cause de ces affrontements entre forces de l'ordre et éléments perturbateurs, tout près devant donc ce restaurant La Rotonde, la brasserie. Merci beaucoup. On voit donc que ce cortège qui est parti à 14h des Invalides direction Place d'Italie est bloqué sur ce boulevard du Montparnasse, Mélanie Bertrand, avec des individus qui pratiquent en fait une espèce de harcèlement des forces de l'ordre pour empêcher le cortège d'avancer. Oui, effectivement, ça fait une vingtaine de minutes maintenant que la manifestation est bloquée parce qu'il y a ces incidents qui se sont organisés en quelques instants depuis 14h, depuis le début de la manifestation qui était partie de l'esplanade des Invalides. C'était très calme et en passant devant la rotonde, effectivement, il y a eu ce moment de tension qui s'est formé à l'instant, alors que l'on voit, si je ne me trompe pas, Jérôme Rodriguez sur les images, présent dans cette mobilisation, dans cette journée de manifestation. Effectivement, on a vu tout d'un coup un rassemblement de plusieurs dizaines de personnes vêtues de noir et qui s'en sont pris violemment aux forces de l'ordre en lançant des projectiles, sans doute des pavés, des cailloux. On a vu les CRS et les gendarmes mobiles qui étaient pris pour cible. Il y a eu l'intervention des policiers de la Brave M, et il y a eu surtout l'intervention des pompiers que l'on a vu il y a 5 minutes, 10 minutes intervenir sur l'auvent, sur la devanture de la rotonde, ce fameux restaurant, parce que celui-ci était en train de brûler. En tout cas, l'un des pans de la devanture était en flammes sur le toit, et donc les pompiers ont dû monter à l'intérieur de ce restaurant et procéder à mettre fin à ce début d'incendie. Maintenant, on voit effectivement du mobilier urbain qui flambe, comme c'est malheureusement le cas à la fin de certaines manifestations, sauf que là on n'est pas encore à la fin, on est à mi-parcours. Elle est censée aller, cette manifestation, jusqu'à la place d'Italie pour une dispersion prévue aux alentours de 19h. On va voir si les forces de l'ordre parviennent à rétablir le calme, si les manifestants violents se calment et quittent cette partie de la manifestation pour que ceux qui sont venus manifester contre la réforme des retraites puissent poursuivre leur parcours. Et c'est bien Jérôme Rodriguez, figure du mouvement des Gilets jaunes, qui se trouve actuellement parmi les manifestants aux abords de la Rotonde, lieu symbolique et associé par beaucoup de manifestants et de Français à Emmanuel Macron. Émilie Zapalski, quand on voit l'état du pays actuellement, la colère, l'état de l'opinion, et à l'instant on reçoit un sondage des Échos par Elab nous informant que la confiance à l'égard de l'exécutif est en forte chute après l'utilisation du 49.3, que la fidélité du socle électoral d'Emmanuel Macron s'effrite, que le niveau de confiance chute au sein de son électorat, y compris chez les retraités. Il n'a jamais été aussi bas depuis 2018, et qu'en parallèle de tout cela, on pourrait aussi parler bien sûr de notre sondage d'hier, si la présidentielle avait lieu aujourd'hui, et de Marine Le Pen qui serait élue. En parallèle de tout cela, on a un Emmanuel Macron dont l'entourage assure, alors qu'il est en déplacement en Chine, qu'il a été élu, et que si les gens voulaient la retraite à 60 ans, c'était pas lui qu'il fallait élire comme président de la République. On a entendu en effet cette position très ferme, je ne bougerai pas, je ne bougerai pas. Moi, ce qui m'embête un peu, c'est que ça m'a fait penser à ce qui s'est passé au moment des Gilets jaunes, parce qu'on parlait tout à l'heure de violence, et c'est vrai que la posture d'Emmanuel Macron pendant les Gilets jaunes, au tout début, c'était « je ne vous vois pas, je ne vous regarde pas, et je ne prends pas en considération ce que vous dites ». Quelques temps après, et il n'a pas fallu longtemps, il a fallu quelques semaines, avec beaucoup de violence, c'est évidemment pas souhaitable, mais ça a fait réagir Emmanuel Macron, qui tout d'un coup a accepté de voir cette masse, et avec leurs revendications, et qui a sorti le carnet de chèques pour distribuer plus de 17 milliards d'euros de pouvoir d'achat suite à leurs revendications. Donc il y a un problème, c'est-à-dire, et on l'a bien vu même au moment de la réunion là, entre Matignon et les syndicats, entre Elisabeth Borne et les syndicats, quand on n'écoute plus du tout, quand on n'est plus
plus capable même de, j'allais dire en communication, de faire semblant d'entendre, d'écouter, ça devient compliqué parce que, bah oui, les gens petit à petit se braquent. Moi, je pense qu'en plus, la question de la violence, je suis pas sûre que ça joue contre ces manifestants parce que on a eu justement des syndicalistes très droits dans leurs bottes, très posés, à la sortie de Matignon, très fermes, mais très posés, avec des propos très forts. Sophie Binet, la nouvelle secrétaire générale de la CGT, a dit que c'était le gouvernement qui était radicalisé, c'est très fort. Aujourd'hui, elle en rajoute une couche en disant les ministres sont bunkerisés, ce qui n'est pas totalement faux, parce qu'ils sont complètement inaudibles, et ils peuvent pas sortir, tout est annulé, ils peuvent pas sortir et faire traiter d'autres sujets. Donc ça va être compliqué de tenir ça. Donc eux, ils sont droits dans leurs bottes. La majorité de la population, comme vous l'avez dit, est opposée à la réforme et ça se transforme en crise sociale, crise démocratique, même si Emmanuel Macron ne veut pas en entendre parler. On a l'impression que ça donne cet effet, c'est-à-dire que cette population se sent pas du tout écoutée. Donc qu'il y ait des violences, on voit bien qu'il y a des éléments qui utilisent toujours ces manifestations-là. 27% des retraités font confiance à Emmanuel Macron. C'est ça qui est fou, c'est que ça descend même dans cette population qui était son électorat. Évidemment, malheureusement, ça nourrit les rangs du Rassemblement national qui n'a pas grand-chose à faire pour récupérer des électeurs à terme. Un chiffre qui vient de nous parvenir alors qu'on voit ces images qui sont évidemment absolument désastreuses de cette manifestation qui, on le rappelle, n'est qu'à mi-parcours. Tout d'abord, le chiffre de la CGT, 400 000 manifestants à Paris, un chiffre qui est celui de l'organisation syndicale, rappelons-le, pas celui du ministère de l'Intérieur. On sait qu'au plus fort, il a été du double, il a été jusqu'à 800 000 personnes. Là, c'est la moitié. On va y revenir sur ce chiffre avec vous, Gaëtane, dans un instant. Avant, on fait juste un point sur ces images que l'on voit avec notre reporter sur place. Oui, pardon, juste pendant qu'on prend l'antenne, une charge policière. Une charge policière, on est en plein dedans, donc on va devoir... On va vous laisser vous mettre à l'abri. On reviendra vers vous plus tard pour que vous nous expliquiez ce qui se passe. Gaëtane, ce chiffre, 400 000 manifestants à Paris selon la CGT. C'est un peu moins fort que la semaine dernière, puisque la CGT avait recensé 450 000 manifestants. La plus faible journée de mobilisation, c'était le 11 mars, où à Paris, la CGT avait comptabilisé 300 000 manifestants. Donc voilà, on est toujours quand même sur une fourchette assez haute. Pour une 11e journée. Exactement, tout à fait, encore une fois. Mais effectivement, voilà, ça se tasse un peu. Malgré, je dirais, l'appel des organisations syndicales à la sortie de la réunion de Matignon hier, qui demandait justement aux Français de se mobiliser très fortement, comme ils l'avaient fait d'ailleurs au lendemain de l'utilisation du 49.3. Vous le savez, l'utilisation du 49.3 avait eu pour conséquence de cristalliser la colère et de mettre de nombreux Français dans les rues. La plus forte journée avait été justement après cette utilisation du 49.3. Ça avait d'ailleurs surpris les organisations syndicales qui ne s'attendaient pas à un tel niveau de mobilisation. Merci Gaëtane. On retrouve notre reporter à Paris. Il y a toujours la même situation ici au niveau de la brasserie La Rotonde, avec ce statu quo qui dure depuis maintenant une bonne vingtaine de minutes, même un peu plus. Et ça y est, le groupe des individus est en train d'avancer un petit peu plus loin. Ça va peut-être permettre au cortège d'avancer, pas sûr pour le moment. Il est toujours bien évidemment bloqué un petit peu en amont. Et vous voyez ces forces de l'ordre qui sont toujours devant la rotonde pour protéger l'établissement. L'établissement qui, on l'a vu, a pris feu tout à l'heure. Ça se voit d'ailleurs sur ces images. Un feu qui a été éteint, c'est le Haut-Vent qui a pris feu au niveau de la brasserie. Et donc les forces de l'ordre qui sont toujours sous les jets des projectiles venant donc des éléments perturbateurs. On se trouve actuellement au milieu du parcours de la manifestation et évidemment tout le monde se pose la question de savoir si on va pouvoir arriver jusqu'au terme de cette manifestation, parce que si c'est déjà compliqué ici, eh bien c'est difficile de savoir ce qui va arriver pour la suite du parcours. Merci beaucoup pour ce point précis, alors qu'effectivement on voit ces images et les forces de l'ordre qui sont bel et bien positionnées autour de la rotonde pour protéger
le site. Mélanie Bertrand, apparemment, les éléments les plus radicaux ont avancé un peu au niveau du boulevard. Difficile de dire si le cortège va pouvoir suivre son chemin initial. Oui, en tout cas, pour l'instant, la situation est figée. Effectivement, le cortège est bloqué sur ce boulevard du Montparnasse, en attendant peut-être que les forces de l'ordre parviennent, alors qu'on voit ici des policiers, des compagnies d'intervention, parviennent à rétablir un certain calme. Il y a les pompiers aussi de Paris qui sont présents. On les a vus intervenir tout à l'heure sur la devanture de la rotonde qui avait pris feu à un certain endroit. Il y a aussi... Comment ? Pompiers manifestants, non ? En tout cas, ils sont repoussés par des forces de l'ordre. Alors c'est possible. Ouais. Effectivement, là on voit les policiers à gauche de la compagnie d'intervention. On a vu tout à l'heure des policiers de la Bravem aussi qui sont intervenus parce que effectivement il y a, d'après la préfecture de police de Paris, plusieurs centaines de manifestants violents, si on peut dire manifestants, de personnes qui sont venues faire de la casse. On voit les policiers de la Brave ici à l'image de la Brave M. Effectivement, et on a une reporter sur place qui nous indique qu'il y a eu des blessés. Alors attendez, il faut que je vous retrouve le message, effectivement, qu'il y a eu au moins une femme gendarme blessée à l'œil qui va être conduite à l'hôpital. On ne sait pas s'il y a des blessés côté manifestants qui auraient pu être pris en charge peut-être par des street medics. On en saura peut-être plus dans la suite de la manifestation. Mais effectivement, ici, on voit des manifestants un peu à l'arrêt qui tentent de comprendre ce qui se passe, qui aimeraient bien sans doute pouvoir poursuivre jusqu'à la place d'Italie, qui est le lieu d'arrivée de cette manifestation à l'origine. Pour l'instant, le cortège est bloqué et on va voir si ça peut reprendre. Thomas Soulier, l'exécutif et le président de la République n'a cessé de marteler le côté essentiel de cette réforme des retraites pour l'avenir de la France, pour l'image de la France. Ces images sont aussi une catastrophe pour l'image de la France. Oui, c'est jamais bon ces images de casse. Vous savez, Olivier Véran disait ce matin sur une radio qu'ils ont péché par faiblesse de communication, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas réussi à convaincre. Voilà le terme précis de Olivier Véran. Voilà, on va dire que c'est un euphémisme, la définition même. Et Emmanuel Macron avait dit lui-même à la télévision qu'il n'avait qu'un seul regret, n'avoir pas réussi à convaincre. Et on le voit encore aujourd'hui. Que va changer cette manifestation du jour ? Rien. C'est-à-dire, depuis 11 jours, je vous dis, rien à cette question-là. Et en effet, qu'il y ait du monde aujourd'hui ou pas, ça ne changera rien. Qu'il y ait une nouvelle journée ou pas la semaine prochaine, ça ne changera rien. La seule chose qui changera quelque chose, c'est le 14 avril, la décision du Conseil constitutionnel. Là, s'il y a une censure globale du texte, ce n'est pas le scénario privilégié, fini la réforme des retraites. En revanche, et c'est le scénario privilégié, si le texte global est validé par les sages, avec une censure de 1 ou 2 articles, l'exécutif dira c'est fini et on passe rapidement à autre chose. Donc vous voyez, l'exécutif depuis 2 semaines maintenant fait tout pour gagner du temps, fait des discussions à Matignon, ailleurs dans les ministères pour aller rapidement à cette date du 14 avril et le temps presse pour le gouvernement qui espère arriver au 14 avril sans heurts, sans problème majeur, mais on voit aujourd'hui que ça se tend Sauf que clairement. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce qu'ont toujours annoncé les syndicats. Écoutez-nous, dialoguez avec nous, sinon on se fera dépasser. Alors le Conseil constitutionnel peut valider cette réforme. Si une base décide que c'est non, ça sera non de manière violente. Après, il faut voir ce que feront les syndicats au soir du 14 avril. Vous savez, il n'est pas certain que l'intersyndicale dise la même chose le soir du 14 avril. Peut-être que Laurent Berger de la CFDT, qui a toujours dit si le texte est voté sans le 49.3, on arrêtera la mobilisation, ça il avait dit clairement. Est-ce que si le texte est validé au soir du 14 avril, Laurent Berger appellera encore à la mobilisation? Rien, mais alors rien n'est moins sûr. 2 températures différentes au sein même de la manifestation parisienne actuellement. Il y a donc des incidents que l'on commente depuis tout à l'heure. Et le reste du cortège dans lequel tout se passe bien, n'est-ce pas? On retrouve notre reporter. Effectivement, ici, nous sommes boulevard du Montparnasse et l'ambiance est plutôt festive, alors que quelques centaines de mètres plus loin, quelques kilomètres, la situation est beaucoup plus tendue du côté de la station métro Vavin. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce cortège, il vient tout juste de se remettre en marche, alors que pendant de longues minutes, les manifestants ont été stoppés, ne pouvaient plus avancer sans savoir pour quelles raisons ils étaient stoppés. On a vu tout le monde s'interroger sur ces raisons. Les gens commençaient à regarder leur téléphone pour voir ce qu'il se passait.
Et là, l'un des manifestants me confiait à l'instant avoir quand même l'objectif de rejoindre la place d'Italie, qui se trouve quasiment à 1 heure de marche encore, puisqu'on est vraiment au tout début du parcours ici. Mais il se disait, non, on sait, il y a des incidents du côté de Vavin, mais on va quand même continuer à avancer et on espère aller jusqu'au bout, me disant avec un trait d'humour, peut-être que quand on passera, la rotonde n'existera plus. Eh bien, elle existera toujours a priori puisque les pompiers ont réussi à éteindre le feu et que la brasserie surveillée de près par les forces de l'ordre et les quarts de CRS. Émilie Zapalski, ça vous inspire quoi ces images? Je repensais au 14 avril. Moi, je suis pas si sûre que ça soit terminé. Alors, on verra ce que l'intersyndical dit et puis on va voir si ce front uni perdure ou pas en fonction justement de la décision du Conseil constitutionnel. Mais ça va être compliqué pour le gouvernement parce que ça va rester, ça va être une trace, ça va laisser une trace, hein, une espèce de cicatrice très très fortement marqué, il me semble, sur la façon d'avoir mené cette réforme, sur la façon aussi d'avoir présenté des objectifs, comme vous le disiez, qui étaient incompréhensibles, parce qu'on a eu tout. Hein. On a eu pour financer d'autres choses, comme la santé et la transition écologique. On a eu une réforme de justice sociale qu'ils n'ont pas maintenu pendant longtemps, ces éléments de langage, parce qu'on a bien vu que c'était pas le cas. On a eu ensuite, c'est indispensable pour des questions financières. Tout le monde n'en est pas convaincu et le Conseil d'orientation des retraites n'a pas l'air non plus convaincu de ça. Et il y a d'autres solutions aussi, ce qu'Emmanuel Macron n'a pas voulu accepter, que les syndicats avaient proposé d'autres possibilités. Et ça, il n'a pas voulu du tout le voir. Donc, quelque part, ça va être compliqué. N'importe quel sujet va être compliqué à soutenir, et pas que à cause de ça. C'est parce qu'il va y avoir aussi les alliances. Il ne les a pas faites au niveau de la législature, au niveau de l'Assemblée en 2022, en juin. Ça va être encore plus difficile de les faire maintenant. Je pense que la mission d'Elisabeth Borne, elle est maintenant plus qu'impossible. Retrouvons notre reporter aux abords de la rotonde. Oui, effectivement. Alors le cortège qui a avancé quelque peu de 200 mètres à peu près maintenant, en dépassant pour une partie en tout cas cette brasserie de la rotonde, et qui continue donc finalement cet itinéraire prévu, qui est en train de se diriger donc sur le boulevard Raspail, avec comme point final la place d'Italie, fin normalement zone d'arrivée de fin de cette manifestation. Toujours évidemment ces éléments perturbateurs en tête de cortège, comme maintenant à chaque manifestation, avec, semblerait-il, un petit moment de répit, même si les affrontements continuent autour de la brasserie en elle-même. En tout cas, une partie des éléments perturbateurs de la tête de cortège, parce que malheureusement ça va un peu de pair, est en train d'avancer, avec toujours les forces de l'ordre encore un peu plus haut, et toujours, on le voit sur ces images, des jets de projectiles assez réguliers vers ces forces de l'ordre. Et donc ce cortège qui, au moment où je vous parle, est en train de se stopper à nouveau ici, boulevard Raspail. Merci beaucoup pour ce point précis. Bernard Vivier nous a rejoint. Bonjour, directeur de l'Institut supérieur du travail, expert des questions sociales et syndicales. Vous voyez ces images, ces heures depuis maintenant une quarantaine de minutes. Cette violence, ce rejet, quelle est votre réaction ? C'est la suite de ce que l'on connaît depuis maintenant 3 mois, avec une gradation en montant vers dans la violence. On a eu les manifestations syndicales, qui sont toujours bien tenues par les organisations syndicales unies et paisibles. Mais nous avons eu, au moment de l'ouverture vers des manifestations dans les petites villes, les villes moyennes, les sous-préfectures, d'autres revendications que celles centrées sur les retraites. C'était davantage centré sur le pouvoir d'achat, une sorte de résurgence des préoccupations de fond qui avait fait naître les phénomènes des Gilets jaunes. Et puis après le 49-3, alors là, nous avons eu vraiment des actes de violence avec une autre sociologie, des militants plus jeunes, des militants également autres extrémistes. Et là, on a vu des militants, et on les voit aujourd'hui, s'en prendre à la rotonde, évidemment, le symbole. Bon, moi qui suis aveyronais, abîmer un restaurant aveyronais, c'est très grave. Bon. Mais comment sortir de cette situation ? Il y a 2 éléments. Il y a considérer. C'est pas contre l'Aveyron, reprécisons-le pour ceux qui nous rejoindraient. Emmanuel Macron. Bien sûr, oui, pardon. Ces éléments de violence. Parce que le restaurant La Rotonde est le lieu où s'est retrouvé Emmanuel Macron et ses amis au soir du premier tour de l'élection présidentielle de 2017. Et La Rotonde avait déjà eu un début d'incendie au moment des Gilets jaunes. Bon. Oui. Est-ce qu'il ne faudrait pas s'inquiéter, revenons sur l'aspect syndical, si d'aventure la CFDT, après le 14 avril et la décision du Conseil constitutionnel, décidait de stopper l'appel à manifester? C'est une pure hypothèse à ce stade. Et si la CGT disait autre chose, est-ce qu'à ce moment-là, une intersyndicale
qui ne seraient plus tout à fait unis, ça ne représenterait pas un danger côté rue, si j'ose dire? Non, parce que les organisations syndicales ont appris l'utilité d'être ensemble unis et de ne pas se fracturer. Et aucune ne gagnerait à se séparer des autres, puisqu'il y a deux blocs. Un conduit par la CGT avec la FSU et Sud, et l'autre conduit par la CFDT avec la CFTC, l'UNSA, la CFE-CGC et même Force ouvrière. Quoi qu'il arrive, quelle que soit la décision du Conseil constitutionnel, la fracture est très grave entre le pouvoir et les organisations syndicales, qui pourtant jouent un rôle très important pour capter les préoccupations. Ce sont des corps intermédiaires. Si entre l'État et chacun des citoyens, il n'y a pas de corps intermédiaires, des partis, des syndicats, des médias structurés, organisés et professionnels, eh bien c'est tout le monde qui se dit porteur de messages, et c'est le phénomène gilet jaune. Donc c'est très grave. Et pour remédier à cela, il y a deux mots. Il y a considération de la puissance politique en direction des corps intermédiaires. Deuxièmement, c'est un travail de proximité. Deux choses qui manquent précisément actuellement aux yeux d'une majorité de Français. Travail de proximité, s'intéresser aux territoires qui se sentent abandonnés au bénéfice des métropoles, c'est redonner du pouvoir dans les entreprises. Nous, à l'Institut supérieur du travail, on le voit tous les jours. Quand il y a une crise, on donne du pouvoir aux managers de proximité. En politique, que sont les managers de proximité? Ce sont les maires. Il y en a 35 000 en France. Thomas Soulier, il est 16h30, il reste environ 2 km aux manifestants pour arriver place d'Italie. Ils sont passés devant cette fameuse brasserie de la Rotonde. Le cortège semble avoir repris, même si on voit que c'est compliqué par moment. On disait deux solutions, dialogue et proximité. C'est pas vraiment la marque de fabrique d'Emmanuel Macron. Non, c'est le moins qu'on puisse dire, et ce depuis 6 ans, pas seulement depuis 3 mois. En fait, quand on pose la question en ce moment en coulisses à des ministres, à des députés, à des élus de la majorité en disant c'est quoi la solution? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Personne n'a la réponse. Mais je vous dis bien, personne. Et tout le monde, depuis 6 ans, attend tout d'une seule personne, Emmanuel Macron. Sauf que pour la première fois, depuis 6 ans, Emmanuel Macron n'a pas la solution au problème. Et la seule solution qu'il voit, c'est le 14 avril, la décision du Conseil constitutionnel. Et qu'avant, et qu'après, il ne se passera plus rien, avec l'espoir que ce mouvement se tasse, voire un pourrissement de la situation. On voit aujourd'hui que certes, il y a un peu moins de monde dans la rue. On l'a vu ce matin, que ce soit à Rennes, à Nantes, à Saint-Nazaire ou encore à Marseille. Mais toutefois, il y a encore beaucoup de monde pour une 11e journée de mobilisation. Nous sommes quasiment 3 mois après cette conférence de presse d'Elisabeth Borne qui a présenté la réforme de retraite. Et depuis 3 mois, il y a beaucoup de monde dans la rue. Et dans les sondages, les Français sont parfois même encore plus contre la réforme des retraites qu'il y a 3 mois. Vous disiez, François, à l'instant, ce sondage Elab qui vient de tomber. Je précise juste un chiffre. Dans la confiance au président, 43% des Français disent « je n'ai pas du tout confiance au président ». C'est l'item le plus bas, quoi. C'est l'item le plus bas. C'est un record, c'est le niveau le plus bas depuis janvier 2019, donc au cœur de la crise des Gilets jaunes. Sauf que nous sommes maintenant seulement même pas 1 an après le début du second quinquennat. Et Émilie avait raison. Qu'est-ce qui va se passer durant 4 ans maintenant? Comment Emmanuel Macron va pouvoir renouer le lien avec ces millions de Français qui ont manifesté, avec ces 3/4 de Français qui sont contre la réforme des retraites, avec ces 71% des Français qui n'ont pas confiance en lui aujourd'hui, et avec tous ces syndicats unis qui ne veulent plus discuter autre chose aujourd'hui que de la réforme des retraites. Comment on renoue le lien? S'il est resté 6 mois de pouvoir, Emmanuel Macron, je vous dirais, ce n'est pas grave. Et dans 6 mois, les Français, s'ils le souhaitent, ils peuvent changer de président. Là, il reste 4 ans où le président va devoir démontrer qu'il a encore ce qu'on appelle le mojo en politique et qu'il peut retourner la situation en sa faveur. Mélanie Bertrand, pour ce qui se passe actuellement, notamment à Paris. Oui, notamment sur les blessés côté force de l'ordre. Notre reporter, l'une de nos reporters sur le terrain, a recueilli des informations. Elle nous dit qu'il y a 2 blessés, une femme policière et une femme gendarme. La femme policière, elle est âgée de 29 ans.
Elle a pris un pavé sur le crâne alors qu'elle avait pourtant un casque. Elle est restée inconsciente pendant une trentaine de secondes. Elle va être conduite à l'hôpital. Il y a aussi une femme gendarme qui a reçu un projectile à l'œil et qui souffrirait d'un trauma de l'œil. Elle aussi va être conduite à l'hôpital. Une autre de nos reporters nous disait un petit peu plus tôt dans l'après-midi qu'il y avait également, selon elle, un blessé côté manifestant qui avait été pris en charge par des street medics, secouru ensuite par les pompiers, voilà, aux alentours du métro Vavin en milieu d'après-midi. Justement, on retrouve un de nos reporters qui est dans le cortège qui, semble-t-il, a pu reprendre. Oui, exactement, en direction désormais la place d'Enfer Rochereau. Nous avons passé le métro Raspail, boulevard Raspail ici. Le cortège qui a pu repartir, bloqué quelque temps, boulevard du Montparnasse, à ce croisement devant le restaurant La Rotonde où il y a eu les premières tensions de cette manifestation à Paris. Mais pour l'heure, le cortège est reparti, comme vous pouvez le voir. On aperçoit au loin le cortège de tête avec les syndicats. Ils vont arriver ici, passer métro Raspail, direction la place d'Enfer Rochereau. Les tensions sont quelque peu redescendues, mais on le voit. Il y a des forces de l'ordre à chaque croisement de rue, évidemment, pour tenter d'empêcher la formation de Black Bloc de pénétrer, de s'insérer dans les petites rues adjacentes au parcours, au boulevard ici Raspail, notamment au boulevard Montparnasse tout à l'heure. Donc pour l'heure, oui, le cortège est reparti. Merci beaucoup. On continue de suivre l'évolution de cette situation à Paris comme dans les autres villes où des manifestants défilent aussi cet après-midi, notamment Toulouse. Émilie Zapalski, Thomas Soulier, il faisait allusion il y a quelques instants, quand bien même la page se tournerait à court ou moyen terme, la page des retraites, il reste à Emmanuel Macron 4 années de mandat. Vous êtes une spécialiste de la communication. Elle est rompue aujourd'hui entre le président et ses concitoyens, une majorité d'entre eux, tous les syndicats assurément. Je pense que c'est aussi quelque part un échec de cette méthode qui a été souvent dite changée, de se passer des corps intermédiaires, comme vous le disiez tout à l'heure, de se passer des élus, de se passer des syndicats. On voit bien que c'est compliqué de gouverner comme ça, parce que finalement c'est des rouages pour sentir la population, pour remonter des informations sur ce qui se passe. Il a voulu s'en passer et il est un petit peu seul contre tous. C'est pas possible de gouverner comme ça, et encore plus en France qu'ailleurs. Mais je pense qu'Emmanuel Macron, il s'est toujours sorti quelque part de ces crises. On se souvient des Gilets jaunes, il a inventé le grand débat national. C'était quand même assez fabuleux, ça a fonctionné en tout cas un certain temps pour calmer les rancœurs. Puis des mesures à coups de milliards. Et voilà, là, voilà aussi avec les enveloppes qui étaient données en effet de 17 milliards d'euros, voire plus si on compte d'autres, ne serait-ce que la fin de la hausse de la taxe carburant qui était à l'origine de la crise des Gilets jaunes. Donc, et puis, crise Covid, il invente le quoi qu'il en coûte, ce qui était quand même... Alors c'était une crise qui n'était pas dépendante ni contre lui, on n'y pouvait rien, mais il a trouvé ça pour soutenir, protéger sa population, l'économie française ou quoi. Ça lui a valu quand même un soutien formidable pour l'Ukraine. Bon, il a joué sur son côté chef de guerre, ça a marché un certain temps, mais on voit qu'au niveau diplomatie, c'est peut-être un peu compliqué pour lui de marquer des points. Mais en tout cas, il trouvait toujours quelque chose. Et là, comme disait Thomas, il n'a pas le mojo, hein, c'est ça. Il n'a pas l'idée qui retourne un petit peu la situation en sa faveur. Et ça va être donc très compliqué de continuer comme ça, parce que vraiment on a l'impression qu'il est seul contre tous. Il y a la population, il y a les syndicats, mais il y a même dans ses rangs, je pense qu'il y en a qui auraient souhaité ne pas aller au 49.3 mais aller au vote, quitte à avoir un échec, mais pour pouvoir renouer ce dialogue avec les concitoyens, avec les citoyens. Il ne faut pas oublier que les députés, ils sont élus par les citoyens, donc ils n'ont pas envie non plus de voir toute la population braquée contre eux. Donc ça va être à chaque fois essayer de reconstruire ça. Moi je pense que là, et encore une fois, on a vu un président qui essayait de rester sur le plan international, mais c'est pas forcément un endroit où il réussit beaucoup. Donc où est-ce qu'il va pouvoir trouver sa place? Est-ce qu'ils peuvent rester bunkerisés, comme disait Sophie Binet, à ne pas pouvoir ni parler de service national universel, ni parler de rien du tout, même d'environnement? On a vu le plan eau, est-ce qu'on en a vraiment beaucoup parlé? On a plutôt parlé de la façon dont il était arrivé, qui s'était épargné la vue de certains manifestants, plutôt que le contenu
tenue. Donc ça va être très 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 compliqué en termes de communication et en termes de fond. Et peut-être que c'est aussi, moi je pense que c'est un échec de la méthode et c'est peut-être un échec du en même temps. Parce que, alors peut-être qu'il a réussi à sabrer les partis traditionnels de gauche et de droite, les Républicains et le Parti Socialiste, ça on le voit bien. Mais alors il se retrouve avec quoi? Il se retrouve avec les extrêmes à l'Assemblée nationale et avec la foule dans les rues. C'est pas la première fois que ça se passe. Donc quelque part... Et un sondage qui donne Marine Le Pen gagnant. Et un sondage qui donne Marine Le Pen gagnant. Donc est-ce que ce pari sur le en même temps est très réussi? Et on voit que même s'il voulait faire du en même temps qui serait plus à droite, il n'y arrive même pas, il n'y arrive même plus, puisque les Républicains ne sont pas d'accord pour jouer le jeu. Donc il est quand même, il s'est cornerisé dans un en même temps peut-être idéal sur le plan théorique, mais pas du tout intéressant pour gouverner sur le plan pratique. Bernard Vivier, ce qui est sûr, c'est que quoi qu'il se passe d'ici le 14 avril et après le 14 avril, on est sur un lit de rancœur puissant. Comment en sortir? Toujours les deux mêmes mots-clés. Considérer les organisations syndicales et patronales, laisser patronat et syndicats construire par eux-mêmes des réponses aux besoins de faire évoluer le marché du travail. Mais ils ont demandé à être reçus par Emmanuel Macron. Non, entre eux. Or, parler de pénibilité, de carrière longue, d'égalité homme-femme, les acteurs, c'est-à-dire patronat et syndicats, savent le faire. Ils ont mis au point ce qu'on appelle un agenda social autonome, qui est une sorte de dérivé d'une ancienne méthode qui avait été utilisée il y a 20 ans, qui était la refondation sociale. C'est tout simplement respecter l'article 1 du Code du travail, qu'avait fait installer Gérard Larcher, aujourd'hui président du Sénat, à l'époque ministre du Travail, qui dit quand les partenaires sociaux, patronat et syndicats, veulent discuter d'un sujet, ils en informent la puissance publique et puis ils décident entre eux. Après, évidemment, la puissance politique a le dernier mot, est en surplomb de tout. Mais donner, non pas de l'indépendance, mais de l'autonomie, de l'initiative, de la liberté aux acteurs du marché du travail. Ça, c'est un point important. Et puis le deuxième point, c'est le point de proximité. Sensiblement vers vous. Oui, ça a été dit sur le grand débat national. Le grand débat national, qu'est-ce que c'était? C'était le président de la République rencontrant les 35 000 maires de France. Les organisations patronales qui ont été reçues hier par la Première ministre ont formulé la même demande en indiquant « laissez-nous faire, nous savons, organisations syndicales et patronales, nous mettre d'accord sur des textes importants ». Les organisations patronales faisaient référence au partage de la valeur, puisque c'est un texte important où il y a eu un accord qui a été trouvé. Alors certes, il n'a pas été signé par la CGT, mais par toutes les autres organisations syndicales. Et effectivement, si le gouvernement voulait faire un geste en direction de ces organisations patronales et syndicales, eh bien, il pourrait tout simplement leur dire, eh bien, écoutez, voilà la loi travail, à vous de l'écrire. C'est-à-dire que la loi travail que le gouvernement veut absolument faire arriver au Parlement d'ici l'été, eh bien, leur laisser le temps, plusieurs mois, pour discuter de toutes ces notions qui feront partie de cette loi travail. Encore faut-il que le gouvernement... Ça veut dire un lâcher-prise d'Emmanuel Macron, Thomas Soulier, c'est pas tellement dans son tempérament quand même. On va faire de psychologie du comptoir, mais en effet, vous avez c'est pas tort sur le fond. Sur le partage de la valeur, le gouvernement a déjà dit OK aux syndicats, à la fois au patronat et salariés, parce que l'accord qu'il y a eu sera retranscrit dans la loi, ce qui est un gage envoyé aux partenaires sociaux. Non, mais c'est surtout qu'ils se sont mis d'accord, ils ont réussi à se mettre d'accord. Donc c'est très fort. L'exécutif dit très bien, vous êtes mis d'accord, on le met dans la loi, c'est fini. Gaëtan a raison, on peut faire ça sur d'autres sujets, notamment sur la future loi travail, où on sait déjà que les sages vont dire le 14 avril, sûrement, que l'index senior et le CDI senior seront retoqués parce que ça n'a rien à voir avec la réforme des retraites et le budget de la sécurité sociale. Et donc, ils vont l'enlever. On va devoir l'enlever. Par conséquent, ils le mettront dans la future loi travail. On sait que sur l'index senior, les syndicats ils sont plutôt favorables, même s'ils trouvent qu'il faudrait l'améliorer largement. Le CDI senior aussi. Sauf que même s'ils sont d'accord aujourd'hui, voilà ce qu'ils vous disent, syndicats. On ne veut pas parler d'autre chose que de la réforme des retraites. Donc ils disent, d'abord, vous retirez, et puis après, on revient à Matignon, ou même à l'Élysée. Si vous voulez, on parle du CDI senior, on parle de l'index senior. Pour l'instant, on ne parle pas d'autre chose que de la réforme des retraites. Dialogue de sourds en béton armé. On retrouve notre reporter à Paris.
Effectivement, le cortège qui a avancé un petit peu sur le boulevard Raspail avec, vous le voyez sous ces images, un petit moment de flottement parce qu'il semblerait qu'il y ait de nouveau des affrontements avec les forces de l'ordre un petit peu en amont, donc plus au niveau de la rotonde, même s'il semblerait quand même que le cortège a dépassé maintenant désormais la brasserie, en tout cas a continué d'avancer au niveau de cette brasserie, mais on entend depuis 5 minutes maintenant de nombreuses grenades assourdissantes, ce qui laisse à penser qu'il y ait des affrontements continus, peut-être dans les petites rues adjacentes de ce boulevard Raspail. Moment de flottement en tout cas à l'endroit où nous nous trouvons, avec un cortège qui semble vouloir continuer d'avancer en direction de la place d'Italie et qui est un petit peu à l'arrêt pour l'instant, un peu dans l'attente de savoir si le reste des manifestants va pouvoir suivre ou non. Merci beaucoup pour ce point de situation. Mélanie Bertrand, le renseignement territorial avait prévu que ça pouvait être compliqué aujourd'hui à Paris. Clairement, ça l'est. Oui, ça l'est depuis 16 heures environ. Effectivement, le renseignement territorial a émis une note en début de semaine que l'on a pu consulter. Dans cette note, il était écrit qu'à Paris, les autorités redoutaient la présence de 500 à 1000 manifestants violents dans les cortèges qui pourraient avoir un esprit offensif déterminé et qui pourraient drainer dans leur sillage des manifestants aussi avec des profils beaucoup plus hétéroclites comme des manifestants gilets jaunes, complotistes, antivax, mais qui pourraient prendre part aux violences. Pour l'instant, évidemment, difficile de dire qui sont les manifestants, les personnes hostiles que l'on a vues tout à l'heure. Elles sont toutes habillées de noir. Si jamais il devait y avoir des interpellations, on pourrait à ce moment-là en savoir plus sur leur profil. Ce que l'on a vu tout à l'heure, c'est ce moment de tension aux alentours du restaurant La Rotonde, avec cette devanture qui a pris feu quelques instants avant l'intervention des pompiers. On a vu ces policiers aussi pris pour cible, ces gendarmes mobiles qui ont essuyé de nombreux tirs de projectiles et de pierres et de pavés. On sait qu'il y a au moins 2 blessés d'après notre reporter sur place, 2 blessés côté force de l'ordre, une femme policière de 29 ans qui a pris un pavé sur la tête, elle avait son casque mais elle est restée inconsciente pendant 30 secondes et elle va être conduite à l'hôpital. Et puis il y a aussi une femme gendarme qui elle a reçu un projectile à l'œil et qui souffrirait d'un trauma à l'œil, elle aussi va être conduite en milieu hospitalier. Et puis il y aurait aussi un ou une manifestante prise en charge, blessée, prise en charge par des street medics un petit peu plus tôt dans l'après-midi, toujours aux alentours du métro Vavin. Le cortège est reparti tout à l'heure. Il semble marquer des pauses en fait à plusieurs endroits de cette manifestation, alors que la dispersion, elle n'est pas pour tout de suite. Elle était prévue aux alentours de 19h place d'Italie. On verra effectivement si la manifestation peut aller jusqu'à son terme. Pour l'instant, on a l'impression qu'il y a des pauses, quelques moments de tension, puis que ça reprend. On verra ce qu'il en est dans les minutes qui viennent. Merci beaucoup Mélanie, merci à tous de nous avoir accompagnés. Ne nous quittez pas, parce que dans quelques instants ce sera BFM Story avec Olivier Truchot et Alain Marchal qui continueront de vous faire vivre, grâce à nos reporters également, cette 11e journée de mobilisation et notamment un des temps forts, la manifestation parisienne qui se poursuit avec une partie calme et aussi des moments de tension. Bonne fin d'après-midi. À demain. Chers camarades, bonsoir. Oui, j'ai envie de dire camarades ce soir. Côté russe. Qui dit 22h max, dit les faits, les déclarations du jour. Et il y a des micros, il y a des gars qui causent. Ça veut dire il y a des félons là-dedans. Avec un max d'infos. On aimerait en parler. Un max d'analyse. On va en parler tous ensemble, essayer de comprendre. Dans ce pays, il y a cette passion de l'égalité. Un max d'invités, de témoignages. On a fait bouger le curseur. Qu'est-ce qu'on fait? Mais arrêtez! Vous n'avez pas entendu parler de récupération? Et pas mal de... Spoiler la suite encore. Non. Maxime Switek, 22h max, du lundi au jeudi à partir de 22h, en direct sur BFM TV. Dans cette ville du sud de la Turquie, les traces du séisme de février sont encore bien présentes. Les ruines de certains immeubles sont visibles au bord de la route. L'épicentre était tout proche. On dénombre ici au moins 50 000 morts. La vie tente désormais de reprendre son cours et les discussions tournent maintenant autour des élections présidentielles et législatives du 14 mai. Après les fortes critiques sur la gestion de ce désastre par le gouvernement et la lenteur des opérations de secours, certains ici ont tourné la page. À mon avis, celui qui a le mieux géré la situation est Recep Tayyip Erdogan. Nous n'aurions pas pu faire mieux. Ce n'était pas facile. Il y a eu des tremblements de terre dans 11 provinces. Donc nous pouvons tous faire des erreurs. Mais à mon avis, c'est lui qui a géré cette situation de la manière la plus saine.
Lors du dernier scrutin en 2018, Recep Tayyip Erdogan avait obtenu près de 75% des voix dans la province. Alors pour l'opposition, faire campagne ici est très compliqué, d'autant plus après le séisme. Le tremblement de terre a littéralement rayé de la carte certains quartiers de la ville. Nous ne pouvons donc pas aller voir ces gens et leur parler de la politique de notre parti, de notre stratégie de campagne électorale. Nous pensons plutôt aller les voir pour les aider à panser leurs plaies et à résoudre leurs problèmes. C'est ce que nous prévoyons de faire, c'est ce que nous faisons. Les instituts de sondage sont en tout cas formels. La gestion du séisme n'a pour l'heure pas fait reculer l'AKP, le parti de Recep Tayyip Erdogan. Les différents partis ont désormais 1 mois et demi pour trouver le bon équilibre entre campagne électorale et gestion de la catastrophe. Elle est celle qui a mené son pays dans l'OTAN. Mais à 37 ans, l'iconique première ministre n'a pas réussi son pari. Sanna Marin reconnaît sa défaite. Avec 43 sièges au Parlement, son parti social-démocrate, le SPD, arrive 3e, même s'il progresse par rapport aux élections de 2019. Cela faisait très longtemps que le parti du Premier ministre sortant n'avait pas réussi à augmenter son nombre de sièges. C'est une brillante réussite, même si nous ne sommes pas arrivés premiers aujourd'hui. C'est la droite de Petteri Orpo qui l'emporte. Le parti de la coalition nationale, le NPC, devrait compter 48 élus sur les 200 du Parlement d'Helsinki. Une victoire serrée, savourée par le chef de file du parti, qui devrait logiquement devenir Premier ministre. Vous pouvez voir que je suis très heureux. C'est une grande victoire pour la coalition. Je pense que les Finlandais veulent du changement. Je vais maintenant entamer des négociations avec tous les partis. Petteri Orpo, qui a promis de couper dans les dépenses publiques pour réduire la dette, pourrait pour cela négocier avec Sanna Marin ou avec le parti d'extrême droite qui le talonne. Cette formation nationaliste hostile à l'immigration est créditée de 46 sièges. Il faudra sans doute plusieurs semaines, voire des mois avant qu'il parvienne à former un gouvernement. La première ministre sortante, qui avait elle exclu de gouverner avec le parti d'extrême droite, assurera l'intérim jusque-là. Ensemble face à la menace russe. C'est le message des présidents ukrainiens et polonais réunis mercredi soir au château royal de Varsovie dans la vieille ville de la capitale. Depuis que la Russie a lancé son invasion, l'Ukraine et la Pologne ont renoué des liens très étroits. Varsovie joue notamment un rôle décisif pour persuader les alliés de fournir des armes lourdes à Kiev. Le président polonais Andrzej Duda a annoncé à Volodymyr Zelensky et à son épouse que son pays était prêt à livrer à l'avenir 14 avions de chasse MiG-29 de conception soviétique. Un engagement que le président ukrainien a salué en polonais. Witaj Warszawo, witaj Polsko, wielki narodzie polski, wielki narodzie ukraiński, tu ramię w ramię, zjednoczeni na tym placu duchem wolności, wielkiej historii i chwalebnego zwycięstwa, które razem przybliżamy. À Moscou, Vladimir Poutine a accepté les lettres de créance diplomatique de 17 nouveaux ambassadeurs en Russie. Parmi eux, la nouvelle émissaire américaine Lynn Tracy. Au cours de la cérémonie, le dirigeant russe a reconnu que les relations américano-russes étaient en crise profonde. Plus tard, Poutine a présidé le Conseil de sécurité russe au cours duquel il a affirmé que des membres des services de sécurité occidentaux aidaient l'Ukraine à commettre des attaques terroristes en Russie. Il n'était pas présent et en fait cela vient de tomber. Ousmane Sonko a été condamné pour diffamation à l'instant, 2 mois avec sursis et à une peine également de 200 millions de dommages et intérêts. Ça fait à peu près 300 000 €. Alors pas de perte de ses droits civiques. Donc derrière moi, eh bien, les gens qui étaient dans la salle d'audience sont en train de sortir du tribunal et il y a une forte clameur qui s'élève. Donc pas plus d'informations pour l'instant, mais en tout cas vraiment cela vient de tomber. Il est donc condamné pour diffamation.
Alors c'est une audience un peu particulière puisque ces avocats sont arrivés, sont ressortis à peu près 1 heure après le début de l'audience. Ils ont dénoncé un dialogue de sourds judiciaire qu'ils ne voulaient pas cautionner. Ils refusent de parler de boycott, mais en tout cas la condamnation a eu lieu sans leur présence dans la salle. Alors pourquoi ont-ils refusé de prendre part à l'audience? Ils ont invoqué d'abord l'absence de 2 de leurs confrères, un qui a été donc radié de l'ordre des avocats hier et un autre qui a été expulsé. Selon les avocats, en tout cas, il s'agit de Juan Branco, l'avocat français d'Ousmane Sonko, qui a effectivement été empêché de débarquer au Sénégal et qui a dû reprendre un vol vers la France. Voilà ce que je peux vous dire pour l'instant. Hélène Kunz, vous qui êtes américaine, alors d'abord votre réaction à chaud, c'est vraiment un moment particulier pour la démocratie américaine? C'est délicieux. Délicieux. Et consternant à la fois. D'accord. C'est les deux. Comme vous avez dit, il faut voir si notre système tient. On ne peut pas juste dire oui, on a des lois et des institutions et des normes. Il faut le mettre à rude épreuve là et on va voir comment ça va se décompter. Et c'est une rude épreuve pour le système américain? Ah oui, très. Terrible. Terrible quand même. Gérald Olivier, qui vous aussi vous êtes américain, franco-américain. Oui. Donc votre réaction? Non, c'est pas délicieux du tout. C'est une affaire politique. Ce qui est très grave ici, c'est qu'on a une politisation de la justice, si vous voulez. Il y a tout un tas de façons de le lire, mais c'est une affaire qui, sur le plan judiciaire, avait été rejetée à plusieurs reprises avant d'être réveillée par donc ce procureur, M. Alvin Bragg, dont vous avez parlé, et qui a réussi à mettre un chef d'inculpation contre Donald Trump. Et donc, il va réaliser une première historique d'inculper un ex-président et de le faire venir et de prendre ses empreintes digitales et de prendre sa photo de personnes mises en examen. Donc ça, c'est du jamais vu. Mais ça reste dans un cadre purement politique. Et le drame ici, c'est qu'on a une justice au service d'un parti contre une moitié de l'Amérique. Et c'est là où ça risque de poser de très très gros problèmes. Pas forcément aujourd'hui, mais dans les mois à venir. Christian Hahn, là, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Gérald Olivier? Vous aussi, hein, vous êtes un autre Américain sur ce plateau en direct de Washington. Oui, c'est vrai, je suis américain. Mais non, en fait, c'est pas une question d'une persécution politique ici. Il y a une trentaine d'accusations contre l'ancien président. Et dans notre système légal ici aux États-Unis, il n'y a pas de bureau, pas d'office d'ex-président. Donc aujourd'hui, Donald Trump, ce n'est qu'un citoyen normal, même s'il était président des États-Unis. Il y a quelques ans. Donc aujourd'hui, c'est un jour historique. Mais quand on parle de la politisation de notre système judiciaire, c'est quelque chose de très dangereux à faire. C'est pas la vérité. Et c'est simplement de la propagande du parti de Trump. Aujourd'hui, il faut attendre, il faut rester calme et voir les résultats après cet après-midi. Hélène Kunz, vous qui êtes américaine, alors d'abord votre réaction à chaud, c'est vraiment un moment particulier pour la démocratie américaine? C'est délicieux. Délicieux. Et consternant à la fois. D'accord. C'est les deux. Comme vous avez dit, il faut voir si notre système tient. On ne peut pas juste dire oui, on a des lois et des institutions et des normes. Il faut le mettre à rude épreuve là et on va voir comment ça va se décompter. Et c'est une rude épreuve pour le système américain? Ah oui, très. Terrible. Terrible quand même. Gérald Olivier, qui vous aussi vous êtes américain, franco-américain. Oui. Donc votre réaction? Non, c'est pas délicieux du tout. C'est une affaire politique. Ce qui est très grave ici, c'est qu'on a une politisation de la justice, si vous voulez. Il y a tout un tas de façons de le lire, mais c'est une affaire qui, sur le plan judiciaire, avait été rejetée à plusieurs reprises avant d'être réveillée par donc ce procureur, M. Alvin Bragg, dont vous avez parlé, et qui a réussi à mettre un chef d'inculpation contre Donald Trump. Et donc, il va réaliser une première historique d'inculper un ex-président et de le faire venir et de prendre ses empreintes digitales et de prendre sa photo de personnes mises en examen. Donc ça, c'est du jamais vu. Mais ça reste dans un cadre purement politique. Et le drame ici, c'est qu'on a une justice au service d'un parti contre une moitié de l'Amérique. Et c'est là où ça risque de poser de très très gros problèmes. Pas forcément aujourd'hui, mais dans les mois à venir. Christian Hahn, là, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Gérald Olivier? Vous aussi, hein, vous êtes un autre Américain sur ce plateau en direct de Washington.
Oui, c'est fraîchi américain. Mais non, non, en fait, c'est pas une question d'une persécution politique ici. Il y a une trentaine d'accusations contre l'ancien président. Et dans notre système légal ici aux États-Unis, il n'y a pas de bureau, pas d'office d'ex-président. Donc aujourd'hui, Donald Trump, ce n'est qu'un citoyen normal, même s'il était président des États-Unis. Il y a quelques ans. Donc aujourd'hui, c'est un jour historique. Mais quand on parle de la politisation de notre système judiciaire, c'est quelque chose de très dangereux à faire. C'est pas la vérité. Et c'est simplement de la propagande du parti de Trump. Aujourd'hui, il faut attendre, il faut rester calme et voir les résultats après cet après-midi. La Finlande est devenue membre à part entière de l'OTAN. Quelles sont désormais les obligations et les éventuelles menaces que cette appartenance à l'organisation implique pour le pays nordique? Élément de réponse avec 2 experts. It's a mutual gain. For Finland, it is clearly to be part of a broader defensive alliance. But NATO is also gaining because first it's with Finland and soon Sweden. It's closing a kind of gap that NATO has been dealing with for the past few decades in the Baltic region, where any type of contingency planning, meaning when the military planners have to consider all sorts of crisis scenario, you could not count on Finland and Sweden as automatically joining in a response to a possible military incursion. La Finlande partage plus de 1300 km de frontières terrestres avec la Russie. Elle permet ainsi à l'OTAN de doubler sa frontière avec Moscou. Cette nouvelle adhésion crée une sorte de mur de soutènement qui commence dans le nord de l'Europe avec la Finlande donc et s'étend jusqu'à l'est sur le flanc oriental. Toutefois, la Finlande n'accueillera pas de troupes de l'organisation pour le moment, que peut ainsi refuser ou non Helsinki à l'Alliance. There is no obligation. Other NATO nations cannot expect automatically to deploy whatever they think they should deploy on Finnish territory, and Finland will not have to automatically join any NATO operation just because it's a member of the alliance. The president have said that Finland will not set any limits or preconditions to its NATO membership, meaning that Finland actually doesn't have any limits to potential NATO presence on Finnish soil. I think it will be more about how Finland will contribute to alliance tasks during peacetime, for example, participating in air policing of the Baltic states. La Russie prendra des mesures pour rééquilibrer son système de sécurité après l'adhésion de la Finlande, déclaration du porte-parole du Kremlin. Alors à quelles actions peut-on s'attendre de la part de Moscou? Russia takes seriously Article 5. So we have to assume that now that Finland is under Article 5, the Russians might play, the usual blackmail, threatening game, but it's not clear how far they would be willing to go. Fear is not what drove Finland to join NATO or seek the application or become a NATO member. I think it was the idea of trying to balance Russia's aggressive behavior and also bring stability to Northern Europe. Finland has learned to be prepared but not scared.